Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième forum des solutions. Il y a un mois exactement, nous ouvrions justement un nouveau format qui vise justement, à côté de toutes les démarches conceptuelles des architectes, des paysagistes, des urbanistes, eh bien de se plonger dans l'opérationnel et justement d'explorer des solutions. Donc le mot est extrêmement concret et nous allons continuer ce soir. Justement, là, on va quitter le monde des rez-de-chaussée pour être dans les pratiques culturelles et artistiques. C'est dire que ça va être encore plus large. Les cœurs de ville en mouvement, c'est là, ça notre thème d'aujourd'hui. Nous allons voir successivement un lieu culturel privé à Moulins, puis un équipement culturel à Grenay, qui est dans la communauté urbaine de Lens-Liévin, et une résidence d'architectes, dont on parle beaucoup en effet dans les territoires aujourd'hui, à Saint-Marcellin dans l'Isère, et puis nous parlerons d'un fonds de dotation patrimoine du pays de Meaux et de Brie, et pour finir, on a un point de vue sur comment monter un appel à projet culturel. Je pense que ça passionnera absolument tout le monde. Je sais que le préfet Michel Bézot va nous rejoindre justement à ce moment-là. Voilà, donc nous allons inviter nos amis de Moulins, donc rendre attractif par l'art. Voilà un sujet, voilà, je vous en prie. Alors avant que M. Inesta... Voilà, Anne Vigne, que je remercie d'animer cet après-midi avec moi, et Hélène Pesquine ne tardera pas à nous rejoindre, va justement oui, alors Hélène Pesquine, secrétaire permanente du PUCA, nous rejoindra en milieu d'après-midi. Nous, le PUCA, plan urbanisme, construction, architecture, on est chargé d'accompagner les villes, d'accompagner le programme Réinventons les cœurs de ville, nos cœurs de ville, pour pouvoir aller sur des phases opérationnelles avec des groupements qui répondraient aux questions des villes. Donc, dans cet accompagnement des villes, on a inventé cette forme de forum des solutions, puisque le but, c'est d'échanger avec vous sur vos pratiques, c'est sur les questions, et c'est thématisé, c'est sur des thématiques qui intéressent vos villes. Donc, on va parler autour des bonnes pratiques qui puisent dans l'essence de vos territoires. Et ces thématiques, on en est comme au deuxième forum, donc pratiques culturelles et artistiques, en sachant qu'il va y en avoir tous les mois jusqu'en février. Alors, je vais vous parler, je vais pas redire ce qu'a dit Francis, on va animer tous les deux. Simplement, la règle du jeu, je la rappelle. Là, on va avoir 4 à 5 interventions, en gros. C'est une demi-heure par intervention. Ce qu'on a demandé à tous les intervenants, c'est des présentations relativement succinctes, en gros de 10 minutes, maximum 15 minutes, pour avoir autant de débats avec vous dans la salle. Vous qui allez réagir à ces présentations-là, mais qui avez eu aussi peut-être des expériences sur ce thème-là, donc n'hésitez pas à en parler, à les exprimer avec leurs limites, leurs succès, les écueils. Au contraire, puisque le but, c'est qu'on soit toute une communauté à travailler sur ces questions-là. Alors, il faut savoir qu'on est suivi aussi sur Internet, puisqu'il y a un streaming, et que donc beaucoup de territoires vont nous suivre et qu'ils ont la possibilité, alors la dernière fois ils l'avaient déjà, il n'y avait pas eu de questions parce qu'on ne l'avait pas affiché, là je crois qu'on l'a mis dans le programme, il y a la possibilité de poser des questions. Donc s'il y a des questions, on se prendra un petit temps aussi pour y répondre. Donc, oui, j'en profite pour saluer tous les internautes qui nous suivent, parce que dans les territoires en effet très éclatés en France, tout le monde ne peut pas venir à Paris, absolument, mais vous pouvez participer. Donc ça, c'est très important. La dernière fois, près de 800 personnes nous ont suivis en direct. Donc ça, c'est très bien. Il faut que ça continue et que ça se développe. Donc on est là pour justement aider à la propagation justement de ces expériences. Alors, juste un petit point d'information, malheureusement, et il s'en excuse et il est désolé, Monsieur Pierre-André Périssol, donc maire de Moulins et président de la communauté de Moulins, ne peut pas être avec nous et on est d'autant plus déçus qu'il avait une autre priorité ce jour-là, qui nous avait donné la primeur, puis qu'à la dernière minute, malheureusement, il a dû décliner. Voilà. Donc, par contre, nous avons Monsieur Gilles Inesta, qui est le président fondateur de Street Art City, en fait, qui nous vient de l'Allier. C'est un privé qui a racheté une friche au Télécom il y a déjà pas mal de temps et il va vous expliquer l'idée qu'il a eue, ce qu'il a développé, comment il l'a développé et avec qui. Et il va nous parler aussi un petit peu de l'attractivité que ça a apporté sur le territoire. Voilà, et je crois d'ailleurs qu'on va peut-être, vous dites peut-être 2 mots et on va commencer par un petit film
vous êtes une vraie vedette. Hein. Il y a eu un petit film qui a été pris il y a eu un débat, enfin pas un débat. Il y a eu c'est passé au journal à 20h, plusieurs fois au journal télé à 20h. Et pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne dans l'espace, on va vous le passer, ça dure que 3 minutes. Hein. Voilà. Monsieur... Écoutez, merci beaucoup. Oui, effectivement, on a la chance d'être très, et encore plus que ça, médiatisés. Toutes les télés françaises et même certaines étrangères sont passées chez nous déjà plusieurs fois. TF1 est venu au total depuis 2016 6 fois. Donc voilà, là ça va être un tout petit extrait d'un JT de 20 heures qui vous donne juste une petite présentation très courte parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Est-ce que vous me permettez de m'asseoir ? Et voilà un autre art graphique qui ne se pratique pas sur une page blanche, mais sur la façade des bâtiments. Parmi les capitales mondiales du street art, il y avait jusqu'à présent New York. Il y aura bientôt le village de Lurcy-Lévis dans l'Allier. Guillaume Frixon et Céline Olive. Pour les initiés, c'est une des références mondiales du street art. L'Allemand Costou est ici depuis une semaine pour réaliser cette représentation de La Belle et la Bête de plus de 13 mètres de hauteur. J'ai une idée, et si j'ai envie de peindre sur un mur de 10 mètres, ou peu importe, même sur carrément tout l'immeuble, eh bien vous avez la possibilité d'en discuter avec les gens ici, et vous pouvez le faire. Avec 22 000 mètres carrés de murs disponibles, soit l'équivalent de 3 terrains de football, ces artistes graffeurs ont de quoi s'exprimer. Tête vite en Saône-et-Loire, et ils n'avaient jamais eu l'occasion de peindre une œuvre de cette ampleur. Comme on ne peint pas tous en même temps, les uns se répondent aux autres, certains plus que d'autres. Enfin, le rapport se fait sans qu'on se connaisse. C'est génial. Et au milieu de ces friches, un hôtel, l'hôtel 128, comme le nombre de chambres désaffectées, où chaque artiste peut investir une pièce pour la décorer du sol au plafond. Je ne pense pas que ce soit forcément de l'art. Je pense que l'art est dans les yeux de celui qui le regarde. Si cela te semble être de l'art, alors c'en est. Pour un autre, ce sera différent. À la tête de ce projet, Gilles et sa femme. Par le bouche à oreille, le Street Art City s'est déjà fait un écho mondial. Japonais, argentins, américains, australiens, ils reçoivent une dizaine de mails par jour de graffeurs voulant laisser à leur tour une trace dans ce lieu unique. Il y a eu de nombreux sites et il y a encore de nombreux projets comme ça dans le monde, toujours sur des sites voués à la démolition, des sites éphémères. Et nous, ce qu'on a voulu justement, c'était inscrire un art éphémère dans la durée, dans la pérennité. Parce qu'à peine 20% des murs disponibles ont été recouverts, plus de 80 graffiti artistes du monde entier sont sur liste d'attente pour venir ici exprimer leur art créatif. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Louis Baudin suivie. Reportage ici depuis 2017, on annonçait plus de 80 artistes du monde entier, on en est aujourd'hui à plus de 900 en liste d'attente, c'est-à-dire que voilà, la mayonnaise a pris et aujourd'hui il y a une renommée au niveau du monde entier, les artistes veulent absolument passer chez nous. Je refais un tout petit retour en arrière, donc pour vous expliquer comment est né le projet, parce que à nos yeux ça a beaucoup d'importance. En fait, on a racheté en 2003 l'ancien centre de formation de France Télécom, qui était donc situé dans l'Allier, sur des terrains qui appartenaient à France Télécom à l'époque, bref. On a racheté, il y avait 10 hectares de terrain, 7000 mètres carrés de bâtiments, abandonnés depuis 1992, d'accord, donc vous imaginez à peu près les friches, les ronces, la broussaille, etc. Et puis ces bâtiments là au milieu, par un effet du hasard ou de je ne sais quoi, aucun graffeur n'est jamais venu sur ce territoire et quand on a racheté, les bâtiments étaient nickel, propres, il n'y avait pas un seul tag, pas un seul graffiti, rien du tout. De toute façon, s'il y en avait eu, on n'aurait pas su ce que c'était parce qu'on n'y connaissait rien du tout, on ne venait pas de ce milieu-là du tout. Donc on a racheté ces bâtiments en 2003, ils formaient un ensemble de propriétés que France Télécom vendait et pour avoir l'une qui nous intéressait, il fallait accepter de prendre celle-ci puisque France Télécom s'en débarrassait. Donc on a acheté le tout en disant on verra bien ce qu'on en fait, un jour viendra une idée. Et puis,
le temps passait, et c'est le 22 janvier 2015, donc relativement récemment, le 22 janvier 2015, que Sylvie, ma femme, en se promenant sur le site avec notre petit chien, a eu un flash, elle a eu une vision, et d'un seul coup, elle a vu les bâtiments en couleur, elle a dit, mais oui, c'est ça qu'il faut faire, je ne sais pas comment ça s'appelle, du tag, du graphe, mais c'est ça que je veux qu'on fasse. Et je me rappelle, ce jour-là, j'animais une conférence à Vichy avec des chefs d'entreprise. Mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai regardé discrètement. C'était un SMS de Sylvie qui me disait « Rentre, j'ai trouvé ce qu'on va faire ». Et en fait, ça a été la réalité. On a passé 9 jours sur Internet avec 2 ordinateurs à regarder tout ce qui s'était fait dans le monde en tapant graffiti sur Google. Monsieur Google sait tout, donc il nous a tout expliqué. Et on a découvert donc tous les projets qui avaient eu lieu. Je fais très rapidement ce passage-là, mais tous les projets qui avaient eu lieu jusqu'à ce jour. Le plus emblématique en France, c'était la Tour 13, Paris en 2014. Des bâtiments voués à la démolition, des friches industrielles avant réhabilitation, avant démolition, avant que le promoteur trouve sa destination, son financement, tout ce que vous voulez. Donc là, on fait intervenir des artistes. Ce sont des projets éphémères. Donc ça, on l'a constaté, on a dit, bon voilà, il existe des projets éphémères. Il existe également beaucoup de festivals, de très nombreux, des centaines et peut-être des milliers de festivals partout dans le monde, donc des choses ponctuelles. Vous avez le canal de l'Ourcq à Paris, tous les ans il y a un festival, il y en a eu un à Lyon il y a quelques mois, Pâture fraîche, etc. Mais d'un seul coup, on a percuté, ne venant pas de ce milieu-là, puisqu'on ne venait pas du tout de ce milieu-là, ni du milieu de l'art non plus. D'un seul coup, on a percuté en disant, mais oui, regarde, soit ce sont des projets qui vont être démolis, soit ce sont des festivals, mais il n'existe donc pas de résidence pour ces artistes-là. Et en fait, c'est la voie qu'on a prise, et on est à ce jour toujours unique au monde. On est la seule résidence dans le monde à être exclusivement consacrée à la mise en lumière d'artistes émergents provenant du street art. Donc en mai 2015, on a fait faire un premier mur par des artistes régionaux parce qu'on avait besoin de comprendre comment travaillent les artistes, ne venant pas de ce milieu-là. Et donc on a contacté un artiste par Internet. Finalement, ils sont venus à 5. Et depuis ce jour-là, on n'a plus jamais cherché à contacter d'artistes. La puissance des réseaux sociaux est telle qu'aujourd'hui, on a, je vous disais, plus de 900 artistes en liste d'attente. On a accueilli depuis 2016 319 artistes de 61 pays différents, d'accord. Et on reçoit tous les jours des mails d'artistes qui veulent absolument passer à Street Art City. La première année de résidence a été 2016, on a accueilli 51 artistes de 11 nationalités différentes qui ont commencé à peindre sur les murs. Et très rapidement, on a constaté que ça allait répondre à une vraie attente des artistes, un besoin d'un lieu légal, libre, etc. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que le public serait aussi friand et aussi réactif. Durant tout 2016, alors qu'on n'avait pas ouvert au public, on a été persécuté par des voitures au portail, par des mails, par des coups de téléphone. Le président du comité départemental de tourisme qui m'attrape un jour dans une réunion et qui me dit « Mais attendez Gilles, c'est criminel ce que vous faites, d'aussi belles fresques et de ne pas les montrer au public, c'est pas possible. » Et nous, on ne savait pas du tout, on ne pensait pas du tout que le public serait aussi réactif. Et donc, le 28 avril 2017, on a ouvert au public pour la première fois, contraint et forcé un peu, d'accord, on s'est organisé. On a ouvert au public pour la première fois, donc 28 avril 2017, et le 27 avril, donc on avait un reportage sur TF1. Dès le lendemain, la première voiture qui était au portail, je vous le dis parce que c'est important, la première voiture au portail, le premier jour de l'ouverture, c'était des Bretons de Quimper. D'accord. Donc 7h30 de route, ils avaient fait. Ils nous ont vus au JT le soir. Ils ont pris la voiture et ils sont arrivés. Et ces gens-là sont des fidèles. Ils sont déjà venus 7 fois depuis 2017 nous visiter. Mais pour dire qu'il y a une très forte attractivité. C'est le sujet d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté très volontiers de venir, parce que c'est une cause que je défends maintenant. Donc voilà, le public donc a réagi très fortement. Sur les 5 premières semaines d'ouverture au public, 28 avril, 5 juin 2017, en 5 semaines, on avait mis au moins une petite croix dans chacun des départements de France. D'accord ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on accueille des visiteurs qui viennent de la France entière, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Suisse, énormément de Suisse, et puis l'Espagne, puisqu'on est passé au journal télévisé fin juin sur la première chaîne espagnole, et que depuis, on a des Espagnols qui montent. Donc, tout ça pour vous dire que le street art, en général, est très attractif et très fédérateur. Alors, quand je m'adresse à des maires,
je dis toujours, au lieu de poursuivre, de faire poursuivre des artistes qui tentent de s'exprimer sur un mur illégal, légalisons des murs, et je crois que ça fait partie c'est un des outils à la disposition des villes aujourd'hui, c'est de légaliser, d'organiser, de coordonner des opérations avec des artistes qui sont demandeurs. Le meilleur moyen de lutter contre le graffiti vandale, c'est d'autoriser des murs. Et je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens de Marseille, au fait de la métropole de Marseille, mais Marseille, jusqu'à il y a quelques années en arrière, dépensait, je crois, la bagatelle de 14 millions d'euros pour nettoyer des graffitis vandales, et ils ont embauché un artiste qui est aujourd'hui fonctionnaire territorial et qui, après avoir été poursuivi ou avoir fait de la garde à vue, est aujourd'hui fonctionnaire territorial, pour piloter des opérations, non mais c'est amusant, mais c'est une réalité, pour piloter et coordonner des opérations à Marseille. Et si vous allez à Marseille, vous avez d'énormes fresques, et les artistes, des opérations qui sont coordonnées avec des artistes. Donc voilà, il y a un vrai intérêt. Nous, en prolongement du travail sur les murs, de ce que vous voyez là, en prolongement du travail sur les murs, on a compris qu'on pouvait aussi apporter un soutien à ces artistes peu ou pas connus ou pas reconnus par le monde de l'art en général, le monde des galeries, qui préfèrent, mais c'est pas une critique, mais qui préfèrent vendre des artistes connus, plutôt que tenter de soutenir des artistes inconnus qu'il faudra peut-être longtemps pour les faire, leur faire monter les échelons. Et en fait, nous, on a cette chance-là, c'est que, accueillant beaucoup de public, on a donc une puissance d'exposition très importante pour des artistes émergents, pour des artistes peu connus, et c'est le public qui émet son avis. Et tous les jours, on se rend compte que on fait émerger de nouveaux talents, et ça c'est important. Donc en prolongement des murs, on met à disposition des artistes qui le souhaitent ou qui en ont l'ambition, le talent, des ateliers, et ces artistes créent des œuvres sur toile en prolongement de leurs murs et sont exposés pour être vendus. Les artistes qui viennent chez nous sont complètement pris en charge, nourris, logés, blanchis. On leur fournit l'ensemble du matériel dont ils ont besoin. Je dis toujours, ça fait sourire, mais l'artiste arrive avec ses vêtements et son talent. Au-delà de ça, tout lui est mis à disposition. D'accord ? Sur des périodes qui vont de 2 semaines à 2 mois. Si, comme je disais, l'artiste en a le talent et la volonté, et qu'on a un feeling aussi avec lui, on lui propose un contrat d'accompagnement artistique où là, il va pouvoir revenir à volonté, disposer toujours de son logement, bien entendu, de son appartement, mais aussi d'ateliers pour pouvoir créer des œuvres sur toile. D'accord ? Pour être situé là où on est situé, je ne sais pas si vous avez bien situé où on est, ce que les Bourbonnais appelaient avant Street Art City le trou du monde. Maintenant, ils le disent un peu moins. En fait, on vend, ça a été la grande découverte de ce projet aussi, on vend énormément d'œuvres de toile de ces artistes. Je pense pouvoir dire sans aucune prétention, parce que ce n'est pas du tout le genre de la maison, mais qu'aucune galerie probablement au monde ne peut annoncer avoir vendu peut-être en 6 ans pour les meilleures ou en 10 ans pour les moins bonnes ce qu'on a vendu, nous, ce qu'on vient de vendre là comme toile en 2 ans et demi, c'est juste presque indécent. Et les artistes, c'est ce qui participe aussi au fait que les artistes veulent venir, c'est qu'ils savent qu'en passant à Street Art City, ils vont acquérir une visibilité, une notoriété qui est telle qu'ils vont pouvoir aussi vendre des œuvres et pouvoir envisager de vivre sereinement de leur talent. Donc ça, c'est la partie, on va dire, Street Art City initiale, le cœur. Et devant le succès, finalement, de Street Art City, je me rends compte qu'on est très, très, très sollicité. On doit être à plus de 100 sollicitations, oui, je crois un peu plus, cette année, seulement cette saison 2019, par des villes ou par des mairies, des villes qui souhaitent faire réaliser des murs par des artistes, beaucoup d'entreprises également, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi une possibilité de défiscalisation d'une certaine manière, et donc on a beaucoup d'entreprises aussi qui souhaitent nous faire intervenir. Mais pour les villes, ça c'est un message que j'aimerais bien faire passer, que je fais passer systématiquement par rapport à l'utilisation de la créativité artistique d'un artiste, c'est un certain respect
justement de ces artistes. Il y a encore trop souvent des villes ou des institutions qui proposent un mur à un artiste en lui disant bon bah désolé, on n'a pas de budget, hein, mais par contre ça va vous faire de la visibilité. Je suis désolé, je dis toujours, c'est un petit peu dur, mais je dis toujours, quand j'ai la personne en face, ou le maire en face, je dis, monsieur le maire, ce matin au petit déjeuner, vous avez bu du café, vous avez acheté des croissants, vous avez pris des tartines avec de la confiture, vous avez acheté ça avec de l'argent. Ben, l'artiste que vous avez en face de vous, c'est exactement la même chose. Il a bu du café, il a mangé des croissants ou du pain et de la confiture, il l'a acheté avec du vrai argent. Donc, s'il vous plaît, quand on monte des opérations artistiques tendant à dynamiser un cœur de ville, ben, essayons de respecter aussi les artistes. Ce sont pour la plupart des vrais professionnels, ils en font c'est leur gagne-pain. Et en fait, donc, c'est important de respecter ce point-là, me semble-t-il. Monsieur Iniesta, c'est une très belle initiative. Hein. Je pense que ce qui frappe tout le monde, c'est que justement, vous n'êtes pas dans une métropole, que vous n'êtes pas, j'allais dire, dans des friches classiques, j'allais dire comme on en trouve à Berlin, ou on pourrait même dire à Boulogne-Billancourt, bien que des graffeurs viennent de faire plein de choses sur le métal 57, ou en tout cas, les parois qui sont autour. Ce qui est intéressant là, c'est que vous avez réactivé un lieu complètement improbable. Donc, si j'ai bien compris, les artistes, vous les hébergez in situ. Tout à fait. Ça fait partie du processus. Hein. Tout à fait. On a aménagé un bâtiment en hébergement, capacité d'hébergement pour 10-12 artistes en simultané, qui sont complètement hébergés sur place. C'est effectivement très important. Nous, d'abord, on a besoin, si on veut les promouvoir, les promotionner, les accompagner, on a besoin aussi de les comprendre, de les connaître, de savoir qui ils sont, comment parler d'eux. On édite chaque année un livre qui retrace le travail des artistes. C'est important de les connaître pour savoir quoi dire d'eux. Donc, c'est important de les avoir sur place. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est le bouillon de culture qui est créé par cette promiscuité entre des artistes qui se connaissent tous grâce à Instagram, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, mais qui ne se connaissent pas forcément physiquement. Et ça donne lieu très souvent à des collaborations, soit sur les murs, soit sur des toiles, soit des collaborations. Par exemple, j'ai un souvenir en 2016 d'un artiste argentin, Alanis, qui est un grand muraliste, celui qui a fait, vous avez vu le grand migrant, on le voyait sur sa nacelle à un moment, ça représentait un migrant syrien avec son sac à dos. Eh bien, Alanis était en résidence en même temps qu'un Colombien, Garavato, et Alanis partait après chez nous, il partait à Mexico exposé dans une galerie. Et en fait, il a connecté avec Garavato, le Colombien, et il lui a proposé, il dit, est-ce que tu aurais des toiles à exposer? Parce que moi, je pars à Mexico, si tu veux, viens avec moi, et on expose des toiles ensemble. En fait, ils sont allés exposer ensemble. Donc ça, c'est intéressant. C'est aussi comment dire, l'intérêt d'un projet comme celui-là, d'une résidence où les gens vont se côtoyer et vont pouvoir évoluer ensemble. Alors c'est un musée à ciel ouvert, hein, sur le thème de l'éphémère. On voit bien que l'idée, c'est au contraire que ça se renouvelle. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir envie de croiser aussi les disciplines, c'est-à-dire de faire venir des architectes, des paysagistes, des designers, justement, au contact des artistes pour fabriquer encore autre chose? Est-ce que vous avez eu cette idée-là ou au contraire, elle est très ciblée sur le street art? Alors, c'est intéressant que vous posiez la question parce que ça a été le sujet de 2019. On a été très, très sollicités. On a eu beaucoup d'architectes qui sont venus nous rencontrer, qui sont venus nous voir, et y compris d'ailleurs à Clermont-Ferrand, il y a un projet qui est complètement piloté par un architecte et où un artiste va aller, je crois que ça doit être fin mars, va aller peindre dans une entreprise à la demande de l'architecte. À Lyon, à Villeurbanne également, un artiste va intervenir à l'hôpital, ce qui est en train de se construire comme étant, je crois, la plus grosse maison médicale. Il va y avoir 300 médecins. La plus grosse maison médicale, si je dis pas une bêtise, eh bien, c'est l'architecte qui nous a contactés en disant, voilà, il y aurait un mur à faire. Est-ce que vous auriez un artiste qui serait susceptible d'intervenir? Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce mouvement artistique, cette forme d'art, après avoir été beaucoup décrié et à juste titre, parce que on continue à dire aujourd'hui que c'est illégal de peindre sur des murs qui ne sont pas légaux, c'est puni par la loi, etc., etc. Voir le métro à Paris. Hein. Voir le métro, voir les wagons, effectivement. Faut prendre la ligne 6. Oui, par exemple, voilà. Il y a un très beau film qui a été fait sur la ligne 6. Malgré, voilà. Non, mais c'est sûr, il faut, restons dans les clous, quoi. Je dis toujours, moi je fais beaucoup d'interventions devant des élèves, devant des étudiants, on reçoit beaucoup de scolaires à Street Art City, et je dis toujours aux enfants, aux jeunes, tu as le droit de t'exprimer artistiquement aujourd'hui, tu peux prendre une bombe et t'exprimer, mais
s'il te plaît, c'est plus nécessaire de passer par la case prison. Aujourd'hui, la grande partie, il y a encore bien entendu des villes ou des maires récalcitrants ou réticents qui freinent encore des cas de fer, mais sinon, globalement, plus ou moins, je pense qu'on peut tous dire que dans nos villes, on a tous à un moment ou à un autre un petit festival, une intervention, etc., qui fait que les enfants aujourd'hui ont la possibilité de s'exprimer et que le mouvement est quand même relativement ouvert. Même si on n'en est pas, excusez-moi, même si on n'en est pas encore à l'Amérique latine, je terminerai là-dessus en disant, on a une artiste uruguayenne qui était venue en 2016 et qui nous expliquait que plusieurs fois, elle avait été sollicitée par sa mairie en lui disant, tiens, toi là, tu sais peindre, prends tes bombes, voilà de l'argent, et tu vas au, je dis n'importe quoi, 14 de la rue machin, il y a un mur qui n'est pas peint et c'est pas normal à Montevideo, et c'est pas normal, on n'en est pas encore là. Vous êtes tellement passionné qu'on vous écouterait des heures. Ceci dit, le temps passe. Donc, avant qu'on prenne les questions dans la salle, il y a quand même juste quelque chose, c'est que je crois savoir que vous n'avez aucune subvention du public. Donc, allons un peu dans le pragmatisme. Comment vous avez fait pour aller à l'équilibre financier au départ? Avant, bon, maintenant, vous vendez des toiles, mais je crois que ce n'était pas ça le départ. Donc, si vous pouviez nous dire en 2 mots. Et deuxième chose qu'on aimerait bien savoir, c'est qu'est-ce que ça a créé comme attractivité au niveau du territoire, au-delà du fait que ce soit un vivier d'artistes et une communauté d'artistes. Puis après, on prend les questions dans la salle. Oui, effectivement, c'est important. Donc, effectivement, on n'a pas eu aucune subvention. On a été sollicité par le département. Je vais faire très court, mais c'est pas nécessaire d'en parler plus. On a été sollicité par le directeur général des services du département en 2016 en disant, voilà, il faudrait que votre projet est intéressant, il faudrait que vous déposiez un dossier de subvention. Je me suis cassé la peau de la tête à présenter un dossier. Tout le monde sait aujourd'hui ce que c'est qu'un dossier de subvention, épais comme ça, avec des prévisionnels, etc., etc. Et puis ensuite, ce même directeur général des services a fait le nécessaire pour nous le faire refuser. Mais en fait, c'était juste que ça lui a permis d'avoir tous nos secrets. Ben voilà, ça c'est une chose dite. Peu importe. Aujourd'hui, on sait que on n'a plus besoin de. Aujourd'hui, au début, ça aurait pu être intéressant. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Donc bon, on avait une petite capacité financière au départ, Sylvie et moi. Donc on a investi. On avait acheté les bâtiments avant, mais ça, on va le laisser de côté. Mais ensuite, bon, ben, je sais pas, tout le monde ne sait peut-être pas, mais bon, des bombes de peinture, une bombe de peinture, ça coûte entre 4 et 6 euros. Une location de nacelle élévatrice pendant 6 mois de saison chez l'Oxam, je vais pas faire de publicité, mais bon, tout le monde sait ce que ça peut coûter, ou tout le monde peut le savoir. Donc, il y a effectivement pas mal d'argent en jeu. On a donc investi parce que, je vais même pas dire qu'on y croyait, mais on ne s'est même pas posé la question s'il fallait y croire ou pas. On a foncé, on a compris qu'on était seul au monde, qu'il y avait un vrai créneau, un vrai intérêt. On y est allé et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a bien fait. Donc on a mis de l'argent au départ personnellement. Ensuite, le public ayant réagi très favorablement, l'entrée est payante, d'accord? Il y a voilà, l'entrée est payante. Alors, ça peut choquer certains de dire oui, mais le street art à Paris dans le 13e, c'est gratuit. Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Ça, j'ai aucun problème avec ça, c'est gratuit effectivement. Simplement, je répète à nouveau que les artistes sont des gens comme vous et moi, comme nous tous, et qui mangent, si possible, 3 fois par jour, ça serait bien, et qui payent un loyer, et qui ont des enfants, et qui vont à l'école, et patati et patata. Donc, on a décidé de faire payer l'entrée. Alors, je le dis librement, ne soyez pas choqués, mais on a essayé de faire payer l'entrée. Il nous semblait que c'était un moyen de sélectionner un visitorat un peu plus ciblé. Aujourd'hui, 65% de nos visiteurs ont plus de 55 ans. D'accord ? C'est important pour tous les projets dans les villes, c'est important de le savoir. 65% des visiteurs ont plus de 55 ans, ça veut dire que ces gens-là, qui ont un certain pouvoir d'achat, on a plus de pouvoir d'achat à 55 ans et plus qu'on n'en a pas à 18 ans, d'accord ? Donc ces gens-là viennent ou vont aussi, parce que vont aussi dans le 13e, vont aussi à Roubaix, la condition publique, etc., tous les gros projets qui ont eu lieu ou qui ont cours attirent
cette clientèle-là. Et ça, c'est important. Et donc, effectivement, nous, pour reprendre ce que vous disiez, ça nous permet aussi d'avoir un public qui est un public qui a un certain pouvoir d'achat et qui achète des œuvres. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est même pas, c'est transparent. Il n'y a pas aujourd'hui, on peut plus rien faire en France sans être transparent. On vend une moyenne, et ça c'est important. On a vendu depuis juin 2017. D'accord ? Depuis juin 2017, jusqu'à hier, les dernières ventes de toiles, on a vendu une moyenne de 1,1 toile par jour. Ça vous dit quelque chose ? D'accord ? Si vous connaissez des gens de galerie, posez-leur la question, ça va les faire rougir. Mais c'est pas prétentieux ce que je dis, je donne juste voilà, l'impact que ça peut avoir. D'accord ? Impact sur le territoire. Impact sur le territoire. On est sur un territoire rural avec un hôtel de 7 chambres dans le village, des personnes un peu âgées qui voudraient vendre et qui n'arrivent pas à vendre. Ensuite, à 11 km, un hôtel de 55 chambres. Le monsieur a 72 ans. Il a décidé que si cette année, au 1er novembre, à la fermeture hivernale, il n'avait pas trouvé un acquéreur, l'année prochaine, il n'ouvre pas. D'accord ? Donc, carence en hôtellerie. À partir du moment où je vous ai dit qu'on a des visiteurs qui viennent de la France entière, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Suisse, Espagne, principalement, d'accord, ces gens-là, ils ne peuvent pas faire l'aller-retour et la visite sur la même journée. La visite aujourd'hui à Street Art City, elle dure entre 4 et 6 heures, d'accord, pour voir tout ce qui est à voir, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Au départ, ça n'a pas été de notre fait, mais aujourd'hui, on est très volontaire dans cette action, c'est qu'on a dealé avec des chambres d'hôtes. Alors, on a commencé avec la première chambre d'hôte qui est tout près de chez nous, à 1 kilomètre. Brigitte, le Bois des Nids, elle avait 3 chambres d'hôtes, et puis depuis, on en a refait 2 autres. Et puis elle est saturée en permanence. Et on a donc développé un réseau sur un rayon de 45 km de gîtes, chambres d'hôtes. Jeudi prochain, là, je signe avec les Gîtes de France une convention de partenariat, parce que ces gens-là ont bien compris aussi qu'il y avait un vrai intérêt pour le territoire. D'accord ? On a créé 12 emplois, d'accord ? 12 emplois, dont 11 sur le territoire. Le 12e, c'est quelqu'un qui arrivait d'un peu plus loin parce que sa femme est gendarme, il a été muté, etc. Bref. Mais sinon, 12 emplois sur le territoire. Et pour l'an prochain, il nous faudra au minimum, on est en recrutement actuellement, il nous faudra au minimum 2 voire 3 personnes de plus pour faire face à l'affluence du public, à la création d'un espace de restauration, parce que sur la commune, on avait une seule pizzeria, et le maire m'a incité, m'a beaucoup insisté pour qu'on crée un espace de restauration, parce que la visite étant tellement longue qu'il faut que les visiteurs puissent manger sur place. Donc voilà, toute cette activité-là crée une dynamique, et puis pour l'impact territorial, ce que vous avez vu, TF1, France 2, France 3, M6, D8, BFM, la télé belge, hollandaise, grecque, allemande, suisse, on est passé au journal télévisé au Vietnam, on est passé en Australie. Tout ça, à chaque fois c'est la même chose, c'est le plan large sur la France et puis le zoom qui se resserre sur la région Auvergne, sur l'Allier, sur Moulins et sur Street Art City. Donc chaque fois c'est une mise en lumière du territoire. Et ça, c'est quelque chose qui est reproductible, même si vous n'allez pas créer des Street Art City bis partout dans vos villes, mais il n'empêche que c'est reproductible à petite échelle dans des cœurs de ville, parce que le street art présente un vrai intérêt et une vraie attractivité. Très bien, on va peut-être passer la parole à la salle. Est-ce qu'il y aurait des réactions, des questions pour aller plus loin dans l'expérience ? Monsieur ? Oui. Comment sélectionnez-vous les artistes ? Alors, on a mis en place un comité de sélection. Les artistes envoient leur candidature qui arrive sur aujourd'hui par Internet. Donc, le webmaster réceptionne les dossiers, les classe, les trie et les traite d'une certaine manière en éliminant sur les photos de murs. L'artiste envoie des photos des murs qu'il a fait à Melbourne, à Beyrouth, à Mexico ou à Paris ou n'importe où. Il envoie 12 photos, 13 photos, 8 photos, peu importe. Le webmaster traite ces photos en éliminant la signature de l'artiste, d'accord, et on ne va travailler que sur un visuel, sur des visuels. À partir de là, on est 5 dans le process de sélection. On a une salle avec un grand écran calibré, et on va passer les uns après les autres
pas ensemble, d'accord? Donc, supposons que je passe devant cet écran et j'ai le numéro 274 comme premier dossier. 274, je regarde, je vois, ça me plaît, vraiment, je trouve ça très très bien, je mets 18 sur 20. Le 275, ça me plaît moins, je mets 14 sur 20, etc., etc. Quand moi j'ai terminé, s'il y en avait 68 à regarder, je regarde les 68, puis une autre personne passera, etc., etc. Et une fois que les 5, on est passé devant cet écran, ça peut durer 8 jours, 3 jours, 9 jours, peu importe. Une fois qu'on est passé les 5, à ce moment-là, le webmaster va, avec un simple tableau Excel, hein, c'est tout bête, additionner les notes que chacun d'entre nous a mis, faire la moyenne, et si Sylvie, en tant que directrice artistique, avait dit, là, il va nous falloir sélectionner 5 artistes pour les prochaines opérations, eh bien, les 5 meilleures notes nous sont communiquées. À ce moment-là, on a accès au dossier, on voit la bio, on sait si c'est un gars, une fille, de quel pays il vient, etc., etc. D'accord? À partir de là, on nous envoie un dossier avec les photos des murs, les dimensions des murs, et c'est l'artiste qui va choisir le mur qu'il va vouloir réaliser. Ça m'amène à vous dire que c'est l'artiste qui choisit, qui conditionne sa durée de résidence. S'il a besoin de 2 semaines pour faire un petit mur, il va rester 2 semaines. S'il a besoin de 2 mois, il restera 2 mois. D'accord? Et au-delà, eh bien effectivement, comme on est très sollicité par des villes, eh bien en parallèle de la première résidence, je vous mets en contact avec des artistes, etc., etc. Et puis vous les faites travailler les uns et les autres dans vos villes. C'est ça le principe. Donc on essaye, si vous voulez, on a dès le départ, on a compris que on n'avait pas envie de chercher à attirer des stars du street art, hein, mais que par contre, c'était important de donner de la visibilité à des artistes qui précisément n'en ont pas pour leur permettre d'envisager de vivre de leur talent. Et je peux vous dire que le premier artiste qu'on a découvert, qui s'appelle Zesso, Z-E-S-O, vous irez voir son travail, il arrivait des États-Unis, après 10 ans de vie aux États-Unis, il était chef de cuisine, il arrivait, il avait le choix entre continuer dans la cuisine, dans les restaurants gastro, ou peindre, puisqu'il a toujours peint depuis l'âge de 8 ans, il en a 41. Eh bien, en août 2017, sur les 22 premières toiles qu'il avait faites, on en a vendu 19 pendant le mois d'août. Et là, il a dit stop, j'arrête la cuisine, je me consacre à l'art. Donc voilà. Madame? Merci. Oui, bonjour. Je voulais vous poser la question des rapports avec les pouvoirs publics. Visiblement, cette idée, c'est vous qui l'avez eue. Vous l'avez menée de A jusqu'à Z. Et maintenant, avec le recul, comment est-ce que vous voyez les relations, effectivement, avec les différents niveaux de collectivité territoriale? Est-ce que vous avez le sentiment en particulier qu'ils reconnaissent ce que vous avez fait, ils portent une analyse dessus, voire ils auraient envie d'aller plus loin avec vous, ou pour eux, c'est très bien que vous fassiez ça pour le territoire? Alors, Monsieur Périssol aurait été là, il aurait répondu mieux que moi, mais je peux répondre très, très simplement. Oui, très rapidement, le maire en premier, par exemple, a reconnu l'intérêt du projet pour la commune. Très vite, il l'a compris. Je me rappelle d'une réunion en novembre 2015, donc quand on a eu l'idée, avant vraiment de le lancer, il avait provoqué une réunion avec tous les conseillers municipaux. On est une ville d'un peu moins de 2000 habitants, hein, donc voilà. Réunion avec tous les conseillers. J'ai présenté le projet, ce qui était encore un projet, puisque j'ai expliqué ce qu'on allait faire. Et là, l'adjoint aux infrastructures, l'adjoint aux routes, à la fin, quand le maire a demandé si les gens avaient des questions à poser, l'adjoint m'a dit oui, ça me paraît bien. J'espère juste que vous n'allez pas faire venir trop de monde parce que sinon il faudra qu'on refasse la route. Et effectivement, ils nous ont refait la route l'an dernier. Mais bon, ça y est, tout le monde a compris l'intérêt que ça présentait. Au niveau de la communauté d'agglomération de Moulins, même chose. D'accord? Ça a été très très rapidement compris. Monsieur Périssol, donc sur la ville de Moulins, nous a offert sur les cours une exposition de photos sur des panneaux, donc qui renvoyait à Street Art City. On est à 40 km. Le conseil départemental nous a offert dans l'hôtel du département une exposition, d'accord, qui a duré 1 mois, où on a exposé des photos d'artistes, des œuvres d'artistes, etc. La région, Madame Florence Vernet-Caron, qui est la vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de la culture, m'a dit il n'y a encore pas très très longtemps. Il faut que vous soyez conscient de l'intérêt que ça représente aujourd'hui, que vous représentez aujourd'hui pour la région. On est le seul pôle d'attraction à avoir concentré autant l'intérêt de tous les grands médias. Donc tous les magazines d'art, par exemple, ont parlé de nous cette année, etc., etc. Donc tout ça, ça participe à l'attractivité du territoire, à l'impact pour le territoire. Mais tous les élus en sont très conscients aujourd'hui. Ils le disent tous. Monsieur Inessia, merci et bravo, bravo pour ce beau projet. Vous nous donnez envie d'y aller pour ceux qui ne connaissent pas. Donc,
À bientôt. On va peut-être passer au deuxième débat.